Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à Terre Jaune Télévision. Nous sommes là pour une nouvelle émission. Cette nouvelle émission qui se veut donner une possibilité dans un format plus ou moins convenant, une sorte d'isoloir un peu, dans un climat apaisé, une atmosphère de paix, de solidarité, de fraternité. Nous allons échanger avec un invité qui devrait donner son avis par rapport à plusieurs sujets qui peuvent porter sur différents domaines, mais aujourd'hui nous allons parler de notre nation, qui est la République démocratique du Congo. Alors j'ai le plaisir sur ce plateau d'avoir quelqu'un que l'on ne présente plus. Il s'agit de M. Milingagno Barnabé, président du parti politique Mouvement pour Rassemblement de leaders congolais pour les changements. Et beaucoup de gens ne savaient pas que vous aviez un parti politique, hein, ils l'ont découvert il y a peu. C'est un acteur politique qui a eu le temps de vivre tout ce que peut vivre un politicien. Au lieu que cela, visiblement, puisse l'affaiblir, cela l'a ragaillardi. Bonsoir, Monsieur Milingagno. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Vous vous sentez ragaillardi, affaibli ou bien assagi? Assagi, renforcé, ragaillardi, tout ça. Parce que c'est une passion. En fait, je prends l'exemple de Neymar. Pourquoi Neymar est un grand joueur? Parce qu'il a connu 32 blessures graves. À chaque fois, tout le monde pensait que la carrière était finie, mais Neymar revenait toujours. Donc, un homme politique qui est appelé à faire de la politique comme une passion, comme un appel divin, est toujours renforcé, regardé pour chaque obstacle. Un jour, j'ai dit qu'on n'est pas différent des prophètes, on n'est pas différent d'évangélistes, parce qu'il est difficile de dire à un évangéliste de ne pas évangéliser. Chaque fois qu'il verra quelqu'un en face de lui, il lui parlera du Seigneur Jésus-Christ. Et un prophète, si le Saint-Esprit lui donne un message, il donnera le message. Cela est valable pour nous. Ok, je voudrais directement entrer dans les vifs du sujet. Nous avons vécu l'actualité ces derniers temps. Vous êtes à l'affût de l'actualité, vous êtes friand de l'actualité. Comment pensez-vous être dans une sorte de pays où les choses semblent avancer, reculent ou semblent reculer, avancer finalement? Est-ce que vous ne vous voyez pas comme politicien, comme président d'un parti politique, doté d'un pouvoir qui est vain dans la mesure où les choses ne sont pas appelées à changer? Effectivement, les hommes politiques congolais sont très mal habitués parce qu'ils ne font pas face à la sanction. Je crois que c'est en train d'arriver petit à petit avec, par exemple, la notion de seuil. Nous avons vu des gens qui avaient des grands noms, on pensait qu'ils avaient des grands noms, mais la population a refusé de leur faire confiance. D'autres même ambitieux, parce qu'il faut rappeler qu'on a eu 26 500 candidats députés nationaux et on a eu plus de 16 000 candidats provinciaux. Mais ils ont refusé d'aller postuler derrière certains hommes politiques. La sanction commence à arriver. Il y a un autre élément important. 65 ans après l'indépendance, nous avons encore des partis à tendance tribale. Et donc, les gens ont tendance à suivre quelqu'un parce qu'il est seulement de leur tribu. Je dénonce ici, fermement, nous avons vu une servante de l'Éternel dire, souhaiter que les pays soient dirigés par un incompétent, qu'un homme compétent et intelligent. Ces genres de propos ne sont pas à encourager. Donc, c'est déplorable pour notre société. C'est pourquoi notre génération doit faire vraiment un effort d'être respectueux des textes, respecter la procédure. C'est très, très important. Depuis un temps, vous ne faites que revenir sur cette histoire de procédures et des textes. Mais l'actualité, c'est aussi une situation, on va parler du Katanga, parce que le Katanga s'avère être l'un des points qui fournit suffisamment de recettes à l'État congolais afin que celui-ci puisse mener à bon terme un certain nombre de projets. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, s'il faut rester dans le démembrement, a disparu.
après avoir disparu, il y a eu le ministre de l'Intérieur qui s'est posé de questions sur sa personne. Il y a même la Direction générale migration qui a émis un mandat de recherche et il réapparaît. Comme ça, comme si de rien n'était. Et puis, c'est la foule qui acclame. Un pays comme celui-là, ce que vous vivez comme fait, ça vous dit quoi, un scénario comme celui-là? On donne une très mauvaise image de la République pour ceux qui nous suivent de l'extérieur. Le ministre de l'Intérieur doit faire attention. Dans ses attributions, il n'a pas le pouvoir de démettre un gouverneur. Le gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État en province. Et gouverneur, c'est lui qui a été élu par l'Assemblée provinciale. Et donc, si vous êtes élu, voilà la procédure. Je reviens encore sur la procédure. Vous déposez votre candidature à l'Assemblée provinciale. Vous êtes élu par les députés provinciaux. Cette nomination, cette élection est confirmée par une ordonnance du chef de l'État. Nulle part apparaît le pouvoir du ministère de l'Intérieur. Alors les gens ont encore cette manie du impair où les ministres de l'Intérieur contrôlaient les provinces, les gouverneurs parce qu'ils étaient nommés. Non, ici on est gouverné par le processus électoral. Et l'article 3 de notre constitution consacre l'autonomie des provinces. C'est-à-dire le gouverneur, c'est un mini-président. On ne peut pas le démettre comme ça. Ça, c'était très grave le comportement de ministre de l'Intérieur. J'ai toujours vu, tu verras par exemple le ministre de l'Intérieur suspendre toute une assemblée provinciale. Non, ils ont le mandat, ils ont été élus par le peuple. Dans ce pays, on doit apprendre à respecter les élus. Pour cette question, encore une honte pour la jeunesse à qui le chef de l'État a fait confiance. Le gouverneur ne peut pas disparaître. On ne peut pas faire un mandat. Donc vous verrez qu'il y a eu un conflit d'intérêts, de positionnement, inutilement. Mais pour une grande province dont tu cites, tu dis qu'elle est pourvoyeur de recettes, ce gouverneur-là mérite respect et considération. Donc on a manqué du respect au gouverneur Kiaboula. Je le félicite du courage de revenir. Ça sent l'implication du chef de l'État dans ce règlement de conflit. Donc c'est juste un conflit d'intérêts. Alors, nous sommes à quelques jours du 2 août, jour marquant ce qu'on célèbre, on ne célèbre pas, on commémore le Génocoste, un génocide économique, jour qui marque aussi la naissance d'un mouvement dont vous êtes souvent laudateur, le RCD, dont vous parlez souvent en bien. Pourtant, le 2 août devrait nous permettre d'avoir un autre regard sur l'un des éléments qui a fait que nous arrivions à des situations comme celle d'aujourd'hui. Que représente la date du 2 août pour vous? Ça devrait être une date démocratique. Parce que la plupart de ce que nous avons aujourd'hui a été boosté à partir du 2 août. C'était une dénonciation des jeunes intellectuels qui avaient estimé que la gouvernance de l'AFDEL n'allait pas selon le respect des normes et des règles. Et ils ont dit, on arrête, nous revenons sur le schéma démocratique. Contrairement à ce qu'on raconte, je mets les démographes et tous les scientifiques à témoin, quand on parle du Génocoste, on essaie un peu d'exagérer. Malheureusement, il y a tellement de sentiments derrière ces sujets, mais les gens n'arrivent pas à démontrer. Par exemple, la guerre de 6 jours de Kisangani a produit 667 morts. Affrontement avec les Ougandais et les alliés, le RCD et le Rwanda avec des alliés. Quand vous allez derrière l'université de Kisangani, effectivement, vous trouvez 667 croix. Il y a un cimetière pour eux. Nous sommes parfois maladroits. Et là, je dénonce le nombre de ONG qu'il y a à Goma. Il y en a plus de 700. À Bukavu, vous trouvez plus de 1700 ONG. Et tous font les rapports, dont le célèbre rapport Mapping, qui ne soit pas la plupart des chiffres par des indicateurs objectivement vérifiables. J'ai dit par exemple, en 1996, quand la guerre de l'AFDEL commence, la ville de Goma avait seulement 300 000 habitants. Et la ville de Bukavu avait 400 000 habitants.
c'était les deux grandes plus grandes agglomérations de l'Est qui avaient plus de nombre de population. Mais on ne te parle de 12 millions de morts. Où est-ce que tu peux compter ça? Non, mais on parle de ville, il y a eu aussi des entités intérieures de la province. C'est ce que je t'ai dit. Les plus grandes, c'était Goma et Bukavu. Bukavu avait 400 000 habitants et Goma avait 300 000. Si tu regardes le conflit syrien avec Bachar al-Assad, il y avait 300 bombardements par jour. Pendant 3 ans, ils n'ont pas atteint 200 000 morts. Syrie. Si tu regardes l'Ukraine, aujourd'hui, bombardée par la Russie tous les jours, ils n'ont pas encore atteint 2 millions de morts. Si tu regardes Gaza, qui est bombardé par Israël tous les jours, ils n'ont pas encore atteint 100 000, même pas 70 000 morts. Mais les ONG ici chez nous exagèrent parfois avec des chiffres. Donc, si nous avons eu un arrêt de l'autocratie au sommet, de la déification des chefs, c'était entre autres grâce à la révolution du RCD, qui a abouti par la constitution de la transition, qui a abouti par la constitution que nous avons. Et nous avons mis beaucoup d'éléments dans notre constitution ici. Par exemple, l'article 3, l'article 4, l'article 5. Vous avez la rétrocession, l'article 171, l'article 171. Il y a beaucoup d'articles qui sont les apports du RCD dans notre constitution aujourd'hui. Malheureusement, la constitution n'est pas appliquée. Vous n'avez pas un pincement au cœur lorsque vous semblez mettre en doute les chiffres qui ont été avancés au sujet des personnes meurtries ou qui sont sous terre à cause de ces conflits? Non, on condamne les morts. On condamne ça. Mais malheureusement encore, la plupart de ces rapports sont rédigés par des fanatiques. Tu sais que j'ai eu un débat avec quelqu'un. Le gouvernement a parlé de combien de morts lors de la prise de Goma par le M23. On parle de 10 000 morts. Qui peut nous dire les balles gouvernementaux ont tué combien? Parce que les balles gouvernementaux ne sont pas en couleur bleue, les balles de AFC ne sont pas en couleur jaune. Mais toute mort est condamnable. Moi, je suis du territoire qui a connu des atrocités. J'ai demandé à mes frères, est-ce qu'on ne peut pas déterrer les victimes du 2 août de la guerre du RCD et qu'on les enterre avec dignité? Il y a un village chez nous où il y a eu des massacres. Je déplore. Il y a eu des massacres et je condamne. Un jour, je pose la question. Combien sont-ils morts là-bas? Un garçon qui est en Europe avait balancé les chiffres de 1000 morts. Si tu rentres dans ces villages jusqu'à aujourd'hui, tu comptes les cases, tu comptes les familles. Aujourd'hui, au moment où nous parlons en 2021, tu ne trouves pas 1000 habitants actuellement. Et donc, en 98, quand l'incident est arrivé, il n'y avait pas 1000 personnes dans ces villages-là. Parfois, on avance des chiffres pour essayer de plaire. D'autres même font des rapports du genre non, prénom, c'est une personne, ton nom. Donc, Blaise 1, Zaïnda 2. Donc, on prend nom, poste nom. Non. Ok. Soyons un peu sérieux. Parce que nous, on a vu des pays limitrophes qui ont déterré. Ils ont déterré et ils les ont enterrés dignement. Ok. On évolue avec la situation qui est celle d'aujourd'hui, délicate, on doit le dire. Et pour sortir de cette situation, la trouvaille, c'est que nous avons quelqu'un qui apparaît comme un sauveur, du moins pour plus d'un, si ce n'est pas le cas pour le cardinal Ambongo. Mais Donald Trump, le président américain, apparaît comme étant la personne qui va sortir la République démocratique du Congo de ses gouffres. Nous avons eu d'une part Washington, avec les signatures intervenues au niveau des ministres des Affaires étrangères. D'autre part, nous avons Doha, qui un accord de principe a été signé. Vous croyez en ces processus-là ou bien il va nous ramener vers le gouffre? J'apprécie ta question parce que le mot-clé est croire. Non, je ne crois pas. Beaucoup de Congolais ne savent pas que Trump est allemand. D'origine. Et il est de la lignée d'Hitler. Oh, quand même. Et non, il est de la famille d'Hitler. Ok, on y va. Et il est allemand. Quand il prend les migrants, il construit même une prison, on appelle prison de Salvatore. Il met des alligators pour surveiller la prison. C'est-à-dire, il prend les gens qui ont pris seulement le courage
d'aller tenter d'améliorer leurs conditions de vie aux États-Unis. Mais lui, il le prend, il le met dans des prisons, ils exposent au crocodile. Elle se trouve où, cette prison-là? Salvador, on appelle Ok. les prisons de Salvador. Et les pays commencent à s'organiser pour rapatrier leurs citoyens qui sont ramassés par Trump. En matière de conflit, le conflit est dynamique, hein? Il faut s'adapter ou savoir le contrôler. Trump ne voit que l'intérêt. Un président français, François Hollande, je cite, il dit si tu es en face de Trump, Trump te pose toujours la question, je gagne quoi dans cette opération? Et Boulos, qui est son conseiller, c'est un Libanais. Alors, ces messieurs, les deux là, moi, ils ne me font pas confiance. Et ils voient business. Ils ne voient pas la République démocratique du Congo, l'intérêt qu'il y aura. Tu as vu, Biden est venu ici pour le chemin de fer de Lobito. Nous, comme République démocratique du Congo, on doit dénoncer. On ne peut pas prendre nos minéraux à nous et les faire traverser par l'Angola. Si les États-Unis étaient pour l'intérêt des Congolais, ils pouvaient construire le chemin de fer de Lobito jusqu'à Mwanda ou jusqu'à Boma. Comme ça pouvait permettre de traverser plusieurs provinces de chez nous. Au Katanga, Lualaba, hein, les 3, 4, 5 Kassai, les Bandundu, ainsi de suite. Mais lorsqu'on fait, on exploite chez nous pour que ça passe par l'Angola, on n'est pas bénéficiaire. Ces deux messieurs, Trump et Boulos, viennent de pays où on ne pense qu'intérêt financier. Je n'ai pas confiance ni à Trump, je n'ai pas confiance ni à Boulos. Et j'ai béni Dieu que les 4 ans de mandat de Trump passent vite, comme ça on peut essayer de résoudre nos problèmes entre nous. Je n'ai pas confiance en ces deux messieurs. Je suis désolé. Alors, si vous n'avez pas confiance en cette trouvaille-là, vous avez confiance en quelle trouvaille pour que nous parvenions à une paix durable? L'expérience a démontré que chaque fois que les Congolais sont réunis autour soit des chefs coutumiers, parce qu'il ne faut pas oublier que les conflits dans le temps, dans nos villages, ils se faisaient autour de... On appelait ça arbre à palabre. À palabre. C'est ça la meilleure manière pour nous de trancher les conflits. Et nous ne pouvons pas considérer qu'il faut seulement planter un arbre pour y aller. Se retrouver au palais du peuple, se retrouver à Mongalima, se retrouver autour de pères spirituels à Senko, c'est un modèle d'arbre à palabre. Et c'est un exemple pour résoudre le problème ici chez nous. Étant donné que ces gens-là n'ont pas d'ambition de faire la politique. Si aujourd'hui, vu toutes choses étant par ailleurs égales, il y a des éléments qui entrent pour ne pas convaincre vis-à-vis du comportement des uns et des autres, étant donné aussi que nos pères spirituels, eux aussi, commencent à trop s'afficher dans les camps politiques, mais on peut aller en Kamba. Nous pouvons aller à Kamba et résoudre nos problèmes. Nous avons beaucoup d'endroits très spirituels où nous avons des pères spirituels encore. On peut aller à Kabambari, hein, là où il y a les sièges des musulmans. Et on peut résoudre nos différends. Moi, je crois que la solution, elle est congolaise. Nous l'avons tenté ici. La rencontre de l'Union africaine avec comme médiateur un Togolais, ça n'a pas marché. Mais nous sommes allés à la Senko et on a eu la solution. Il y a eu un glissement pacifique et on a organisé les élections. Et il y a eu la première alternance. Donc, croire aux étrangers, non. Moi, je considère comme c'est une injure hein, de considérer qu'au XXIe siècle, 65 ans après l'indépendance, nous devons aller résoudre nos problèmes. C'est des gens où il y a 30 ans, ils n'avaient pas de chaussures. Il y avait des gens où il y a 30 ans, 40 ans, ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'est un minerai. Donc, je crois que la solution, elle est congolaise. La solution, elle est congolaise. Quel est le poids ou l'importance, la crédibilité, l'aura de Joseph Kabila dans cette posture? Je crois que nos amis ont créé une très mauvaise jurisprudence. Parce que désormais, ça risque de créer un doute. Pour répondre à cette question, j'ai fait un exercice, je me mets dans la tête de l'actuel chef de l'État. Je crois que parfois, quand il est seul, il y a des questions qu'il doit se poser. Première question, à qui est-ce que je vais céder le bâton de commandement dans mon parti? Le dauphin. Dans mon parti. Parce que le dauphin légal du parti présidentiel, c'est le président du parti présidentiel. Doit-il lui laisser, est-ce qu'il a les armes et les outils pour lui laisser le pouvoir, ou il laisse à son fils? L'Afrique a démontré ce genre de faiblesse. Le président de la Mauritanie, il a cédé à son ministre des Affaires étrangères. Le gars l'a arrêté. Le président du Niger,
avait laissé à son ministre des Affaires étrangères. Il a déposé. Et celui-là a été déposé aussi par, par sa garde républicaine. Le Gabon a connu ce genre de choses. Le Tchad a connu du père au fils. Nous devons faire un effort de rassurer. C'est pourquoi il y a une loi sur les anciens chefs de l'État. Vous savez, on n'arrive pas, il n'y a pas de stage pour devenir président. On y découvre en fonction. On peut commettre des erreurs. Mais commencer à lui montrer que les jours où tu vas quitter là-bas, on va te griller, c'est pas bon. Deuxième question. Les quelques peu d'intérêt matériel qu'on peut amasser quand on est au pouvoir. Quand on est à la fin, parfois on se pose la question, je vais le faire comment? Donc je crois que, jeune homme qu'il était à 29 ans, il a fait un effort de nous ramener à la première alternance et il a cédé le pouvoir à ceux-là que nous pensions qu'ils étaient prêts. Question. Vont-ils laisser le pouvoir à qui? Eux aussi. Kabila s'est déjà passé, on ne peut pas trop s'éterniser. Mais la question est dans 36 mois, comment on va organiser la deuxième alternance? Je rappelle que Kadima a déjà lancé le processus électoral. Il y aura élection le 9 octobre pour les bourgmestres, les administrateurs du territoire. Et le 20 décembre 2028, il y aura élection pour le candidat président de la République. C'est un processus qui a commencé. Regardez passer, qui va faire quoi, ça c'est inutile. Qui a fait quoi, c'est inutile. Il faut commencer à préparer les seuils, il faut commencer à préparer la caution, il faut commencer à implanter et redynamiser le parti sur toute l'étendue de la République. Alors, que répondez-vous à ceux qui commencent à émettre des doutes par rapport à la tenue des élections 2028? Non, il y a encore le temps. Les doutes, il y en a toujours. Les doutes peuvent être méthodiques. Les doutes peuvent être méthodiques. Nous sommes... il y a des hypothèses, par exemple. Il y a des hypothèses. La première hypothèse, que je crois qui est la stratégie gouvernementale, c'est la théorie de gel. Donc, on considère qu'on laisse ceux qui ont pris des armes dans leur coin. Ça, c'est les processus de Doha. Hein? On respecte les lignes, on ne s'attaque pas. Et 6 mois après, 6 mois avant les élections, par exemple, ou 9 mois, on réunifie le pays. Ceux qui ont pris les armes n'auront pas le temps de battre campagne sur toute l'étendue de la République. Par conséquent, ils n'auront pas la chance de briguer la magistrature suprême. Deuxième stratégie, c'est d'organiser les dialogues intercongolais rapidement. Et à l'issue de ça, on a un gouvernement d'union nationale qui aura que comme mission préparer les élections. Ils ont encore 36 mois. Ils peuvent travailler pour donner les moyens à la CENI et préparer les élections normalement. Il y a eu une vague de nominations. Ces derniers temps, vous le savez, vous avez suivi l'actualité. On a nommé de nouvelles personnes à la tête de certaines structures étatiques. La personne la plus en vue, c'est M. Wameso, qui a été nommé à la tête de la Banque centrale du Congo, remplaçant Mme Kabedi, qui passe PCA de la RADICO, la Caisse du Congo. Est-ce que ces nominations sont opportunes dans cette situation, en ces temps précis, où l'on est en train de voir s'il faut qu'il y ait partage du gâteau, tout ça? Est-ce que c'est opportun? J'ai une image de 2 joueurs. Didier Bagunda, c'est un aîné à moi, un grand frère du quartier, je le salue là où il est. Il quitte Kivu FC, nous sommes à Bukavu, il rejoint Mungano. Et à 90e minute, il restait 3 minutes, on lui demande d'entrer, il a refusé. Il a dit qu'est-ce que je vais aller faire match Sili. Mais il y avait un joueur allemand qu'on appelait Rummenigge. Il est entré à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. À 3 minutes de la fin, il a mis 3 buts. La RDC l'a déjà démontré à la Coupe du Monde 90 contre Burkina Faso. Non, 98. 98, oui. Merci beaucoup. Ah, mais voilà. Je suis un sportif avéré. Ah, très bien. À 98 contre Burkina Faso, on a mis 4 buts de 89e minute à 94e minute. Même 1 minute avant la mort, c'est toujours la vie. Ils peuvent résoudre ou décanter des problèmes existentiels que nous avons aujourd'hui. Donc félicitations à ceux qui sont nommés et courage à ceux qui ont été démis. J'espère qu'ils resteront loyaux. Dans notre pays, nous avons remarqué que quand on est en fonction, on est loyal et fidèle au chef de l'État. Quand on vous démet, vous devenez le premier opposant du président. On dit que Barnabé Milinga est devenu plus ou moins tempéré ces derniers temps. Est-il à la recherche d'une nomination quelconque? Mon pasteur m'a toujours dit que la croix de Jésus est au milieu. Il ne faut jamais être... Les 2 extrêmes étaient occupés par des bandits.
Les deux croix extrêmes étaient occupées par les bandits. Et Jésus-Christ était au milieu. Je suis leader. J'ai des ambitions de diriger le pays. Je ne suis pas là pour empêcher ceux qui sont en fonction d'exercer très bien leurs fonctions. Je me prépare à diriger le pays. J'ai des ambitions les plus élevées. Car je suis le Noé du temps moderne. Genèse, chapitre 5, versets 28 à 29. C'est par mes mains que la souffrance du peuple congolais prendra fin. N'est-ce pas une prétention? Non, ce n'est pas interdit. En politique, il faut avoir des prétentions, il faut avoir des ambitions. Il faut savoir travailler pour son peuple. On vous a vu tirer à boulet rouge sur un leader, quelqu'un qui a ramassé beaucoup de voix et qui a beaucoup de personnes derrière lui. Il s'agit de Martin Fayoulou. Barnabé Milingano a tiré à boulet rouge sur Martin Fayoulou. Vous avez pratiquement mis en doute un certain nombre d'acquis qui sont siens. Pourtant, il est allé voir le chef de l'État pour annoncer ce qu'on a appelé la création du camp de la patrie, lequel camp a vu beaucoup d'adhésions. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne lui reconnaissez pas le caractère rassembleur, lui, Fayoulou? Non, d'abord, ce que tu viens de dire est exagéré. Comment ça? D'abord, il n'a pas beaucoup de voix. Comment tu as su qu'il a beaucoup de voix? Mais on a suivi les élections de, Non. 2018. C'est ça le problème. Les élections de 2018 n'ont pas proclamé les vrais résultats. Il n'y a pas eu publication bureau de vote par bureau de vote. Les 62% énoncés sont faux. C'était monté dans les cabinets de Pierre Lombi. La CENI... Ça, vous le dites sur pied de quel indicateur? Parce que la CENI a publié sur base de flash disques. Suivez le procès de Théodore Ngoy. Il était candidat président devant la Cour constitutionnelle. Il s'était défendu lui-même. Il m'a enseigné à l'école secondaire. C'est un brillant avocat, un bon juriste. Aucun des plaignants n'a présenté le bulletin de vote. Donc dire qu'il a eu beaucoup de voix, c'est exagéré parce que lui-même, il ne sait même pas combien de bulletins il y en a eu. Aujourd'hui, si nous avons mené des enquêtes sur ça. On n'a pas publié. Il n'y a pas eu de comptage, il n'y a pas eu de bureaux de vote qui ont fait rapport. C'était décodé par le flash disque. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu bonne élection en 2018. Il y a eu ce qu'on appelle arrangement africain. Lui ne peut pas prétendre. Je l'ai vu pendant 5 ans. S'est comporté comme président élu. Et il prenait même la parole chaque fois qu'il y avait 30 juin, des grands événements. Il s'est comporté en président parallèle. D'accord. Mais aux élections de 2023, qu'a-t-il fait? Il n'a pas présenté des députés. Il est allé seul. Il est allé seul aux élections. Et il ne sait même pas combien il a eu. Donc quand il dit qu'il traîne beaucoup de gens, aux élections de 2023, il peut prétendre avoir combien de pourcentage? Bref. Je continue à le voir, continuer à prendre encore la parole, comme s'il était encore un président élu. Le mandat 2018-2023, c'est déjà fini. Donc les foules qui les rassemblent ne vous disent rien? Non, vous savez, les foules, tout le monde peut rassembler. Ça, même les deuils, même les cadavres rassemblent des foules. Il y a beaucoup de curieux. Tous ceux qui viennent ne sont pas réellement des membres de son parti. Hein? D'ailleurs, on a compris ici, nous voyons même des procès où on distribue des tricots, on donne de 10 000 francs pour venir. Nous sommes dans une ville de 17 à 18 millions d'habitants. Si tu peux avoir 100 personnes, ou 1000 ou 10 000 avec des drones, vous les journalistes, vous savez prendre des images. Hein, il y a même des montages dans ces campagnes, on a mis les images des Philippines. On essayait un peu de faire des mixages. Ce n'est pas important, il y a élection en 2028 qui se prépare. S'il est populaire, qu'il les gagne. Sinon, je risque d'avoir plus de points que lui. Oh, j'apprécie beaucoup votre foi. Vous parlez comme chrétien, non, n'est-ce pas? Oui, parce que moi, j'ai appris à monter, à faire les premiers pas sans voir l'escalier. Donc je monte la marche sans voir l'escalier. Dites-moi, M. Milingano Barnabé, comment vous jugez la population congolaise quand vous voyez l'actualité qui prédomine au niveau de nos réseaux sociaux, au niveau de la société, ainsi de suite? Dernièrement, c'était un mariage, il n'y a pas longtemps, c'était ceci. Vous avez pitié de cette population ou bien vous vous dites que bon, c'est un système qui a placé la population dans tel exercice de réflexion? Et n'est pas exigeante. La population congolaise n'est pas exigeante. Elle ne sait pas sanctionner ses dirigeants. Aujourd'hui, nous assistons dans les réseaux sociaux de scandale en scandale.
Même notre justice ne sait pas interpeller ces gens-là. Nous apprenons parfois qu'un ministre en tutelle a séquestré une dame. Nous apprenons ici, tel a fait ça, tel a fait ça. On apprend des détournements, on apprend des nudités par là, on apprend d'immoralité par là. Mais il n'y a pas un mécanisme de les sanctionner. Tout revient apparemment au chef de l'État qui doit décider qui doit monter dans les bateaux et qui ne doit pas monter dans les bateaux. J'espère qu'aux élections prochaines, la population se souviendra de tous ceux qui ont eu un comportement indécent et ils doivent être sanctionnés. Il faut qu'on arrive à sanctionner les gens, durement encore. Quelle est la lecture que vous faites de l'existence de Wazalendo? C'est un crime de guerre. Et je considère que c'est très grave d'essayer d'institutionnaliser ces groupes, des gens qu'on considère comme patriotes. Ils avaient l'appellation des Maï-Maï auparavant, mais ils ne sont pas encadrés. C'est comme des Koulouna qui vivent à l'intérieur du pays. Avec une arme, ils peuvent tout se permettre, ravir, tuer, violer, au nom je ne sais pas de quoi. Vous dites ça vis-à-vis de ceux qui se battent jour et nuit pour faire face à l'agression rwandaise? La Constitution ne leur donne pas ce pouvoir-là. C'est à l'armée de se battre. L'intégrité du territoire n'est pas une attribution de Wazalendo. Et ils ne sont même pas à la frontière d'ailleurs. Et là où ils combattent, là où ils font les désordres, les bévis, il n'y a pas de Rwandais là-bas. Ils sont partout et ils font une violence inouïe que je dénonce. Je considère que c'est une faute très grave. Ils risquent même d'avoir un procès à la Cour pénale à cause de ça. C'est une organisation très dangereuse. Mais quand le gouvernement reconnaît leur existence, le gouvernement leur donne des moyens, le gouvernement leur a demandé de se mettre dans une structure beaucoup plus organisée qui s'avère être le RAD. On a trouvé un moyen d'officialiser les choses. Ça ne vous émeut pas? Non, mais c'est ça ma crainte. Le juge aura un procès sur ça. Ceux qui étaient aux affaires, qui ont mis cette affaire, risqueront de répondre devant la justice. On ne peut pas permettre, en dehors de structures de l'État, l'armée, la police, à quelqu'un d'autre de prendre les armes et de se défendre. Ou soit qu'on généralise comme on a fait en Israël ou aux États-Unis. Mais je te dis que c'est très grave. Je te donne le cas d'une ville comme Kamituga. Traverser la ville de Kamituga, c'est à peu près 4 à 5 km seulement. Tous les Wazalendo du Kivu se sont déversés là-bas. Vous avez plus de 12 barrières. Maintenant, il y a Ouvira aussi. Et pour passer, il faut donner 50 000 francs. Si tu discutes, la somme augmente. Ouvira est devenu invivable aujourd'hui. Qui sont là? Est-ce que eux, la partie du territoire où ils contrôlent, je suis très ému, je m'excuse, je suis obligé de bouger, la partie où ils contrôlent, est-ce qu'il y a la paix? Pourquoi on doit continuer à faire confiance à des gens qui n'arrivent pas à stabiliser? Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de commerce. Tous les territoires, les villes, entités contrôlées par le Wazalendo, il n'y a rien. C'est très dangereux de continuer à faire confiance à ces gens-là. On ne peut pas les dire et on ne les dit pas. Moi aussi, je ne les dirai pas. Tu sais, il y a eu combien d'affrontements entre eux et les FARDC? Ils ne respectent pas. Dans un village comme Kibumba ou Mwenga, où il y a un commandant FARDC et un commandant Mouzalendo, qui commande, qui fait la loi. Donc on a ces problèmes-là. C'est sérieux. Tu vas trouver un commandant FARDC qui est non originaire, mais il fait face à des garçons armés du coin et ils pensent qu'ils peuvent donner l'ordre sur le commandant des FARDC. Non, c'est très grave. Et puis ils ne sont pas habillés en treillis. Ils ne portent pas l'uniforme. Il a une arme. Si tu tires sur lui comme quelqu'un armé, on va dire que tu as tué la population. Donc c'est très grave cette affaire-là. Moi, j'ai toujours froid au dos quand j'apprends qu'on soutient le mouvement Wazalendo. Je leur demande de se cantonner. Maintenant, il y a dialogue. Nous irons au dialogue. Il y a Doha, il y a États-Unis pour ceux qui le croient. Il faut qu'ils se cantonnent et qu'ils intègrent les FARDC. En tout cas, moi, quand je serai aux affaires, il n'y aura pas de civils armés. Non, 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 non. Ils doivent être désarmés. Il n'y aura que l'armée régalienne et la police oui. nationale. D'ailleurs, et pour moi, si vous entrez dans l'armée à 18 ans, vous devez quitter à 45 ans plus tard. Et la police sera provinciale. C'est-à-dire, je vais décentraliser la police. Ça, on n'aura plus une police nationale. Vous allez toucher à un certain nombre de nos lois. Non, mais enfin, il faut toujours réformer. Parce que nous avons des gens aujourd'hui qui sont là depuis, ils sont des gendarmes. Ils considèrent ça que c'est un emploi
le travail et le contrat à durée indéterminée. Non. Il faut les rendre à durée déterminée. Vous entrez dans l'armée, vous faites 7 ans, vous faites 4 ans, vous faites 5 ans, vous allez faire autre chose. L'armée, c'est la plus grande entreprise. L'armée a toujours formé. Il faut arriver à créer des hôpitaux, des écoles pour permettre aux militaires sortants de se faire intégrer soit dans le service national. Donc on ne peut pas venir faire toute sa vie dans l'armée. Aux Alaka, toute la vie, roulage n'a quoi moko. On t'a vu jeune, on te voit avec des barbes. Tu fais toute une vie là-bas. Non, 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 non. Et tu es payé par l'État pour une production et un rendement très faible. Je voulais, c'est cette entrevue fraternelle, hein, cordiale. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous traversez toute la ville pratiquement de chez vous jusqu'ici. Vous y habitez depuis très longtemps, Kinshasa. Vous avez participé à la rénovation d'un certain nombre de nos routes ici dans la capitale. Le gouvernement vient d'injecter beaucoup de moyens pour refaire nos routes. Comment trouvez-vous Kinshasa aujourd'hui? Et vous, comme technicien aussi, je puis le dire à haute voix, vous pensez qu'on est en train de trouver la solution? Non, curieusement, il tape encore à côté. Ça frise encore un détournement. On n'a jamais résolu réellement le problème de la circulation des villes de Kinshasa. Il y a 3 grandes causes. Premièrement, Kinshasa a très peu de ronds-points. On devrait créer des ronds-points pour permettre à ceux qui viennent à droite de bien rouler par la droite et ceux qui viennent à gauche. Je donne l'exemple de Lupin. Tu vois, il y a même un monument là, il y a un panneau qui est juste à côté comme ça. On devrait mettre ça au centre. Il faut créer des ronds-points. Magasins ne devraient pas être comme ça. Il faut chercher les urbanistes. Il faut arriver à réguler la circulation. Si déjà à partir de Révérend Kim ou à partir d'Interpol, on pouvait scinder les circulations pour sortir au Mont-Fleury, il n'y aurait pas d'embouteillage à mon magasin. Ça, c'est deuxièmement. Premièrement. Deuxièmement, on doit casser les perpendiculaires. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un perpendiculaire. Tu peux t'imaginer quelqu'un, le boulevard est de 45 mètres. Il vient axe gauche. Il était dans une pharmacie, boutique, tout ça. Mais il doit virer pour aller à droite. Et il faut qu'il traverse tout le boulevard. Il doit arrêter tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes encore le seul pays où on entre directement. Donc, tu tapes directement dans le boulevard. Tu viens sur 24, tu tapes. Tu viens sur Willery, tu tapes. Non, ailleurs, on peut réguler pour entrer d'une manière paisible dans la grande voie. Troisièmement, il y a encore des nids de trous, des nids de poules. Vous savez, si vous qui êtes le premier, vous roulez à 100. Si vous décélérez seulement de 5 km/h, celui qui est derrière toi va décélérer de 10, et ainsi de suite. Et on roule difficilement. Quatrième élément, on fait les travaux partout. Tu vas trouver Bandal est cassé, Kitambo est cassé. On fait les travaux partout au même moment. Oh non, Isa et Langa, il faut accélérer. Conséquence, tout le monde fait Ngouma, tout le monde fait Selembao, tout le monde fait limité. Non. Il n'y a pas ce qu'on appelle le suivi pour l'entretien de nos routes. Tout le monde peut voir un nid de poule commencer. Tout le monde voit les débuts. Mais ça sera un bourbier. On va voir maintenant, il faut arrêter les travaux et le faire. Quatrième ou cinquièmement, on devrait quitter cette logique de bitume. Nous avons Caligrès ici et nous avons 3 cimenteries dans le Congo central. En principe, on n'a pas besoin d'avoir des routes en bitume. On peut faire les moins longs. Champs-Élysées n'est pas goudronné, Champs-Élysées est en pierre. Tout Bujumbura est en pierre. Aujourd'hui, Bukavu est en dalette. Goma aussi. La Turquie est en dalette. Goma, aujourd'hui, on circule. Donc, nous pouvons adapter face à nos solutions. Prendre les moellons ici et les mettre sur nos voies et faire des caniveaux. On va circuler librement. Et puis, il faut dégager, aller construire non loin de la ville de Kinshasa. Alors, si vous devez, de tous les gouverneurs que nous avons vécus depuis les élections de 2006, si on doit sérier ou donner de points de manière, qui est le premier entre les 3? Bon, il y a toujours des débats. Aujourd'hui, les gens disent qu'Imbuta Kanyama, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillages. Gentini a fait beaucoup d'avenues. Non, pas seulement Elengesa. Gentini a asphalté beaucoup Kitambo, il a asphalté Matongé. Donc, il a ouvert beaucoup de... Donc, on peut les juger chacun. Bumba amène le béton.
Lui, il n'est pas dans les bitumes, mais il n'a pas beaucoup de temps. Lui qui criait que Kinshasa est une machine à cash, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, chacun a fait... Amiral avait géré pendant les élections de 2006. Donc, chaque gouverneur a amené sa touche. Donc, ils sont là chacun, mais tous... Vous refusez d'entrer dans ce débat-là? Non, ils ne sont jamais préparés à faire ça. Parce que j'ai comme impression plutôt que c'est l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ne joue pas son rôle. L'Assemblée provinciale de Kinshasa accompagne les gouverneurs au lieu de jouer au contrôle. C'est-à-dire que tellement le gouverneur de Kinshasa a beaucoup d'argent, il a le gouvernement central ici, il voit le président de la République quand il veut, il voit le premier ministre. Alors les députés, ils sont là, oui-wistes, tous bande de petits flatteurs, dont ils sont que dans des deuils, au lieu de s'occuper de la circulation et des problèmes réels de la vie de Kinshasa. Kinshasa a un sérieux problème de circulation. On ne sait pas encadrer la jeunesse. Les députés ne font aucun effort, par exemple, pour organiser des tournois. Il n'y a pas de football, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de ceci. Même la musique. Il y a des kermesses. Mais ça se fait aussi d'une manière très mal. On ne peut pas bâtir, est-ce qu'on ne peut pas construire des kermesses d'une manière... il y a par exemple kermesse sur le boulevard. Je ne cite pas un endroit, mais il n'y a pas de parking. Et tout le monde veut parquer, tout le monde veut être là. Donc nous avons vraiment un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème. Alors, M. Milingano, en 3 minutes, vous êtes le chef de l'État, acteur principal de la République démocratique du Congo. Vous vous retrouvez dans une situation comme celle-ci. Il faut qu'on sorte de cette situation en 3 minutes. Que les Nangas, que les autres, que ceci, que cela, que nous retrouvions la vie normale, que nous allions de l'avant. Vous faites quoi? J'applique seulement la Constitution. Moi, chef de l'État, j'appliquerai la Constitution du premier article au 229e. Et je vais imposer à mon Premier ministre de respecter le budget national. C'est très simple que ça. Si tout le monde fait son travail, la calmie va revenir. Laissez la justice faire son travail, laissez les parlementaires faire leur travail, laissez le gouvernement faire son travail, et moi je vais faire mon travail. C'est aussi simple que ça. Peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes présentement. Les conditions sont créées par non-respect de nos textes légaux. Nous sommes dans cette situation parce que quelques personnes n'ont pas respecté la Constitution. Respectez seulement la Constitution. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Revenons aux fondamentaux, respectez la Constitution. Appliquez la Constitution. Je donne un exemple pour peut-être expliquer. Si à dater de maintenant, on commence à donner 40% aux provinces, Bumba va régler cette affaire de route ici dans 3 semaines. Hein. Kaboula va régler ses problèmes, Fifi Masuka va régler ses problèmes. Les provinces qui n'ont pas d'argent? Mais ils ballonnent à Bangui. Qui te dit qu'il y a... Non, ils ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est la province la plus riche. Les Bazouélé est la province qui a beaucoup de minéraux, qui est riche en agriculture et qui est très peu peuplée. Et il y a des parcs. Ceux qui n'ont pas d'argent, c'est la Nini. Ballon à Bangui. Ça dit, vous ne pouvez pas vous plaindre que non, si vous n'avez pas... Nous, ici, on croit que l'argent, c'est les minéraux. Le Kwango est considéré comme la province moins nantie. Mais il y a les pondous que nous mangeons à Kinshasa, vient du Congo central. Donc, ils peuvent s'illustrer en agriculture. Et ils peuvent planter des chanvres où on aura l'argent. Tu sais que Boukangalons, on plante maintenant les chanvres. L'État a coordonné les choses et c'est coordonné cette histoire. Donc il y a l'argent. Interdit pour des raisons médicinales, c'est prévu. Eh bien voilà, on va faire une pharmacie là où il n'y a pas de richesse, la pharmacie de Diamba. Une toute dernière question qui allait m'échapper, M. Milingano. Les pasteurs, la plupart des pasteurs ne considèrent pas trop le pacte Senko-SCC et voudraient, entre eux et la Senko, qui ont raison? Non, je crois que le groupe de pasteurs Ejiba veulent seulement se considérer les pasteurs proches de la tribu du président et qu'eux peuvent protéger les intérêts du président. Il faut rappeler que l'IDPS, c'est un parti de l'Église catholique. Ça a commencé par les prêtres. Et c'est eux qui ont toujours protégé. On peut faire une émission sur l'IDPS. Et c'est eux qui ont toujours protégé les intérêts de l'IDPS. Quand il y a eu les négociations de Ngaliema avec les Togolais, l'IDPS ne faisait pas partie. C'est Monseigneur Cholé qui a pesé pour que le dialogue aille à la Senko et qu'on aille rechercher l'IDPS qui n'était pas là. Donc ce n'est pas de l'ingratitude. Si Cholé peut revenir sur les intérêts du peuple. Les autres là font beaucoup de bruit juste pour avoir de l'argent. Et j'ai aimé la réponse du chef de l'État qui a dit,
Oui, j'ai reçu les autres. Et vous aussi, vous venez comme église de réveil, allez vous mettre ensemble, amenez-moi une seule feuille de route. Tu as déjà entendu une réunion de réconciliation de deux camps? Ben voilà. Parce que le président n'a pas donné l'argent de carburant. C'est pourquoi tout s'était. Je voudrais terminer l'émission. Je vous en prie, très en rapidement. appréciant l'autorité morale de AFDC. L'honorable Modeste sénateur Bahati Lukwebo. Je voudrais lui remercier. Il y a un incident sur une chaîne locale ici. J'étais le premier invité. Le second est arrivé. Au lieu de répondre aux questions du journaliste, il a déféré des injures sur moi et il m'a prêté de mauvaises intentions. Il a transformé mes propos. Je remercie parce que son parti l'a recadré et l'a retiré le pouvoir de passer sur les médias afin d'aller parler au nom du parti. Donc je salue l'honorable. Merci beaucoup, papa. Nous sommes des cœurs. Nous sommes ensemble. Bientôt les élections territoriales des bourgmestres vont commencer. Généralement, les élections locales sont des alliances. Il n'est pas exclu que mon parti soit en alliance, peut-être pour quelques territoires. Un appel de phare, on a compris. Avec, un appel de phare, on a compris. Merci beaucoup, M. Melingagno, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en donnerai encore d'autres, vous reviendrez. Et c'est avec plaisir que Terre Jaune Télévision vous reçoit. Merci beaucoup. Je salue l'honorable pour cet investissement de qualité. Merci beaucoup. Au moins, ça donne une autre image de la République démocratique du Congo. Maintenant, quand on nous suit de l'extérieur, on peut voir qu'il y a des bons techniciens, il y a des bons journalistes, et les Congolais réfléchissent qu'on soit seulement présenté un pays des violeurs, un pays des réparateurs de femmes, un pays des détourneurs. Honorable, que Dieu te bénisse, vraiment pour cet investissement qui n'est pas seulement de votre famille, mais pour notre République démocratique du Congo. Merci beaucoup, les remerciements sont partis. Et merci à vous d'avoir été fidèles. Merci à mon équipe technique. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.